Claude Roland-Souchet, tu es devenu secrétaire général de la Jeune République en 1960. Tu n'as pas été un témoin direct de l'époque que nous allons aborder, mais tu en as une connaissance précise. Le 11 janvier 1936, la Ligue de la JR se transforme en parti de la Jeune République. Veux-tu nous rappeler le contexte de cette époque où des députés JR furent élus et où Philippe Serre fut ministre du gouvernement Léon Blum? Oui, je crois que pour parler du 11 janvier 1936, il faut remonter un peu plus haut dans le temps à la fondation de la Ligue de la Jeune République en 1912, parce que finalement, sur le plan juridique, Ligue et parti ont la même forme juridique, et c'est seulement en janvier 1936, après différents événements que vous connaissez bien, que la Ligue s'est transformée en parti. Mais il faut donc situer la fondation du Parti de la Jeune République de 1936 un peu en amont. Et rappeler aussi quand même, au-delà de la Ligue de la Jeune République, bien entendu, le sillon et les sources. Les sources tant sur le plan politique que sur le plan spirituel. Et il se trouve que j'ai relisé un livre que les étudiants en sciences politiques connaissent bien et qui s'appelle « Les conceptions politiques du XXe siècle » par François Châtelet et Evelyne Pizier-Kouchner, qui a été publié aux Presses universitaires de France en 1983. Et François Châtelet définit bien la démocratie chrétienne et la Jeune République. Or, nous nous trouvons actuellement dans la salle de la démocratie, sous le portrait de Marc Sangnier, qui est le père de la démocratie chrétienne et de la Jeune République. Alors, une question qui se pose très fréquemment, quelle est la différence entre le parti de la démocratie chrétienne et la Jeune République? Eh bien, dans ce livre, nous trouvons quelques éléments de réponse qui me paraissent intéressants, d'autant plus qu'ils ont été rédigés par des gens qui sont particulièrement compétents. François Châtelet était professeur de philosophie à l'université de Paris 8 et Evelyne Pizier-Kouchner, professeure de droit public et de sciences politiques. Alors je lis très rapidement quelques lignes qui fixeront le débat. La démocratie chrétienne, cette expression n'étant point trop restrictive pour qualifier ce courant, s'inspire volontiers de cette synthèse admirable de la pensée d'Aristote et de l'Évangile que fut le thomisme. Donc, la démocratie chrétienne se rattacherait à la Summa Theologica de Thomas d'Aquin. Et nous lisons ensuite ce paragraphe, qui fera peut-être bondir quelqu'un, mais qui doit quand même contenir une part de vérité. On voit dans quel sens, au sein de la pensée libérale, cette démocratie chrétienne est à la fois réactionnaire et progressiste. Elle est réactionnaire dans la mesure où elle s'emploie à maintenir le statut politico-social existant en souhaitant, comme y songeaient Aristote et saint Thomas, un régime mixte alliant les avantages de la monarchie, de l'aristocratie et de la démocratie. Le mouvement républicain populaire a été ainsi spontanément gaulliste, le gaullisme lui donnant à juste titre ou non cette image composite. Mais elle est aussi progressiste parce qu'elle s'oppose aux excès totalitaires, au fascisme, et admet les réformes indispensables.
on voit du coup pourquoi la démocratie chrétienne se situe au centre. L'ennemi majeur de la démocratie chrétienne est l'anarchie. Maintenant, nous passons à la Jeune République. Une inclination différente détermine le courant politique chrétien de gauche, qu'il s'engage dans l'activité politique comme les militants de la Jeune République ou ceux du Parti socialiste unifié qui existait à l'époque, ou qu'ils tiennent à sa vocation de force politique comme Mounier et les collaborateurs de la revue Esprit. Ce qu'ils condamnent, ce qu'ils cherchent à abattre, ce n'est pas l'anarchie fauteur de troubles, c'est au contraire l'ordre inhumain, l'ordre de masse qu'instaure le règne de l'industrie et de l'État-nation à ordre qui broie la personne ou le sujet. Allons là retrouver le socialisme personnaliste. Le chrétien n'a pas rejoint l'histoire, il y est déjà, il est embarqué. Et précisément parce qu'il est chrétien et que la leçon première de la religion est l'imitation du Christ, il y est témoin actif de la justice contre toutes les formes de l'injustice. À la charité compensatoire dont se satisfait le christianisme officiel, il oppose la dénonciation des inégalités et de leurs causes. Il tente ainsi à faire pénétrer l'évangile des premières communautés chrétiennes dans l'univers laïque par le message politique et par l'exemple. Dès lors, ce n'est pas seulement l'industrie et sa loi du profit ou de la productivité, l'État-nation ou la violence légale qui impose qu'il faut dénoncer, c'est aussi l'individualiste matérialiste et, en fin de compte, tout ce qui appuie ce type d'ordre. Ce socialisme personnaliste, toujours selon ce texte, met en valeur l'humilité et le témoignage. Je vous lis ce texte pour montrer que dans leur texte, François Châtelet et Evelyne Kouchner opposent un peu le thomisme de la démocratie chrétienne à l'augustinisme de la Jeune République. C'est ainsi qu'ils écrivent, à parler de façon simplifiée, si les démocraties chrétiennes européennes ont pour docteur saint Thomas et sa conception du mixte, ce courant, donc le courant de la Jeune République, aurait plutôt pour maître saint Augustin, l'auteur des Confessions et de la Cité de Dieu, c'est-à-dire fondée sur la personne. Et si j'ai cru utile de vous rappeler ces textes fondateurs, c'est pour essayer d'expliquer quels seront les engagements dans la cité des militants de la Jeune République. Il est bien évident que la Ligue de la Jeune République et ensuite le Parti de la Jeune République, fondé le 11 janvier 1936, sont des partis laïques, sont des partis non confessionnaux, tout à fait laïques. Mais il n'empêche que cette inspiration se trouve à l'origine de l'action des militants. Et on ne peut pas expliquer l'action des militants de la Jeune République dans la résistance contre le nazisme, en faveur du rassemblement populaire en 1936, et ensuite une certaine opposition au gaullisme de 1958, sans se fonder sur ces motivations majeures, probablement inconscientes, bien sûr. Prétendons pas que les militants de la Jeune République, et moi le premier, soient des érudits comme Irénée Maroux de Saint-Augustin. Mais il y a là un enracinement qui est important pour comprendre le phénomène politique de la Jeune République. Alors, le contexte de l'époque de 1936, c'est une époque qui m'a beaucoup marqué. J'avais, en 1936, 11 ans.
Et à cette époque-là, j'étais un jeune républicain en germe. À ce point que mon grand-père m'avait donné quelques économies que j'avais déposées sur un livret de caisse d'épargne. Et quand le gouvernement Léon Blum est venu au pouvoir lors des élections de mai et juin 1936, j'ai acheté des bons Auriol, des bons du nouveau ministre des Finances de Léon Blum, qui s'appelait, comme vous savez, Vincent Auriol, qui allait devenir président de la République le 16 janvier 1947. Alors, Philippe Serre, bon, c'est le plus connu des députés de la Jeune République, mais il ne faut pas oublier Jean Leroy, qui a été le président de la Jeune République pendant beaucoup d'années, que nous avons tous bien connu. Jean Leroy, qui a été un des cofondateurs de la Jeune République en 1912. Quant à Philippe Serre, il a été élu, je crois, avant le Front populaire. Il a battu de Vadel, sauf erreur, en 1932 dans la circonscription de Briey. Il y avait déjà, à la suite d'élections partielles, un groupe d'environ 5 députés JR à l'Assemblée nationale qui s'appelait, comme vous savez, à l'époque, la Chambre des députés. Et Philippe Serre fut bien ministre du gouvernement Léon Blum, mais il fut ministre du second gouvernement Léon Blum, en 1938, et non pas en 1936. Et il avait été d'abord ministre de Camille Chautemps, puis ministre du second cabinet de Léon Blum en 1938. Et alors, Philippe Serre, c'est évidemment un très grand bonhomme qui avait parfois une certaine hauteur de vue et qui avait conscience de sa très grande valeur. Il a été premier secrétaire de la conférence du stage des avocats au barreau de Paris. C'était un orateur hors ligne. Et il a été l'un des 4 députés qui ont voté contre l'allocation des pleins pouvoirs au maréchal Pétain le 10 juillet 1940 à Vichy. Jean Leroy n'ayant pas pu voter, il était à l'époque 1940 prisonnier de guerre. Philippe Serre a donc été un résistant et dans la plupart des ouvrages traitant de la résistance, on parle de Philippe Serre, on parle de la Jeune République, parce que de nombreux députés ont voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Or, ce sont précisément ces hommes comme Philippe Serre, comme Paul Boulay, comme Albert Blanchouin, qui se sont opposés par une sorte d'instinct, par une sorte d'intuition à ce qui allait devenir le régime de Vichy. Et je crois que nous devons rendre un hommage particulier à ces hommes qui ont sauvé, avec les autres députés, les 80 députés, l'honneur de la France. D'ailleurs, le général de Gaulle était lui aussi, à travers d'autres influences, inspiré par cet esprit de la Jeune République. Lors d'un congrès de la JR un peu avant la guerre, il avait été invité à prononcer une conférence. Et il avait pu se rendre à cette réunion et il avait envoyé une lettre. Et l'on connaît les liens que le général de Gaulle a liés avant la guerre avec Philippe Serre et bien entendu pendant et après la guerre avec des hommes comme Maurice Schumann, qui a été un militant de la Jeune République, comme vous savez, avant de devenir le président du mouvement républicain populaire. Alors,
bien entendu, cette adhésion au Front populaire, c'était quelque chose, c'était un coup de tonnerre dans le milieu bien pensant, dans le milieu catholique qui entourait Marc Sangnier. Et Marc Sangnier a donné son adhésion au Rassemblement populaire de 1935. Les militants de la Jeune République ont participé à la grande manifestation de la Bastille et la Nation du 14 juillet 1935, qui a été une réplique à la tentative du coup de force des ligues de droite du 6 février 1934 et qui annonce les élections de mai et de juin 1936. Alors, bien entendu, n'est-ce pas, ce qu'il y a toujours, c'est que la Jeune République a toujours été un mouvement extrêmement minoritaire, mais qui, par une sorte d'instinct, d'intuition, a, selon moi, toujours